Alors bonjour à tous, dans ce petit enregistrement on va voir ensemble 5 erreurs de gestion qui sont vraiment mortelles dans un contexte difficile comme celui du Covid, en particulier lorsqu'on est freelance et PME et qu'on fait un peu de tout. Et là en fait, dans ce contexte-là, il va falloir essayer de se concentrer un petit peu sur l'essentiel. Tout ça, tout simplement parce que moi je le vois bien, quand on est dans un contexte économique qui marche bien, ou alors qu'on est dans un secteur d'activité qui pour l'instant est relativement peu concurrentiel. Moi j'ai travaillé pendant longtemps dans plusieurs secteurs de logiciels, et c'est vrai que la concurrence était pas forcément énorme. Et je suis allé après sur d'autres secteurs où la concurrence était beaucoup plus importante, en particulier dans le domaine du CRM, avec des gros leaders comme Salesforce, avec des marques internationales, des gens qui pétaient les prix. Et là, en fait, j'ai vu que c'était beaucoup plus compliqué. Et c'est là, en fait, qu'on voit justement les gens qui sont des bons gestionnaires et des bons marketeurs et les autres. Parce que dans ce contexte-là, soit de concurrence qui se durcit, soit en fait de contexte économique qui devient difficile, et ben en fait, on voit bien que les mauvais, ils se plantent et voilà, ça devient vraiment terrible. Et au contraire, ceux qui arrivent toujours à s'en sortir, ce sont des gens qui ont un peu plus de méthode, un peu plus de rigueur, ou un peu plus de créativité, ou qu'on crée vraiment une offre de valeur ou une vision qui était beaucoup plus forte. Donc voilà, dans cet article, je vais vous parler plutôt des erreurs de gestion. On va faire un focus là-dessus. Grosso modo, moi j'en ai listé 5 vraiment qui me paraissaient vraiment importants. La première, c'est le réseau, parce qu'en fait, on voit bien, c'est comme pour la recherche d'emploi. Quand vous cherchez un boulot, le meilleur moyen de décrocher un job, c'est de travailler votre réseau. Avec les offres d'emploi cachées, c'est la même chose en fait dans le domaine du marketing, de la vente, etc. Il y a une bonne partie des opportunités qui sont cachées et que vous ne connaissez pas et vous ne connaîtrez jamais, parce qu'en fait, les gens trouvent ça par le réseau. L'autre point que je voulais évoquer, c'est faire attention à ces devis et factures et les contrats. En particulier, établir un contrat. Parce que quand tout va bien dans l'économie et que tout se passe bien, forcément, on n'a jamais besoin de contrat. Mais au contraire, quand on commence à avoir des contextes difficiles avec des gens qui disent non, mais il faut couper les coûts, le contrat devient essentiel, et je vous en dirai 2-3 mots. Le quatrième point, c'est facturer cher. Ça aussi, c'est quelque chose que je vois souvent chez les débutants, où les gens qui ont du mal et ils se disent je vais casser les prix. Et le problème, c'est qu'on arrive dans une spirale négative. Et généralement, quand on accepte de casser les prix, il faut se dire ça va être jusqu'au bout, jusqu'à la mort. Quand on est dans un secteur qui est super concurrentiel, il faut se dire ok, si je commence à baisser les prix et que je ne sais pas d'apporter de la valeur, et en fait, ça va être la lutte, la lutte, la lutte, la lutte, la lutte, la lutte. Donc il faut absolument que je me dise je suis prêt après à péter les prix, à faire des réductions de coûts, à changer mes produits, etc. Et aller jusqu'au bout. Parce que une fois que c'est fait, c'est trop tard. On ne peut pas s'arrêter en cours de route. Parce que là, vous êtes en train de détruire la valeur du marché. Et le cinquième point, c'est penser au ROI de ses actions, en particulier de son temps. Voilà. Alors ça, je vais détailler un peu plus. Le premier, en fait, c'est oublier de travailler son réseau. Ça, c'est quelque chose que je disais qui est assez mortel, puisqu'en fait, dans un contexte économique plus dur, les gens en fait vont dire mais je ne peux pas faire d'erreur, je vais essayer de trouver la meilleure solution, je vais demander à mon réseau déjà. Et donc, le réseau, c'est vos anciens collègues, vos anciens copains de fac, etc., etc. Tous ces gens-là. Moi, il n'y a pas très longtemps, en fait, j'étais invité dans une association, et c'est vrai que il y avait donc un de mes clients qui était à côté de moi et qui est un gros client qui est plutôt content, et donc en fait là on discutait, puis là il y a une nana qui se pointe et qui dit hey, bonjour, comment ça va Vianney? Ah oui, comment on était ensemble à la fac à telle époque, vous vous souvenez? Ah oui 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 oui, tac tac tac. Et elle commence à discuter avec mon client, moi qui était en face, et elle disait ouais mais maintenant moi je travaille dans telle boîte et on propose tel truc, ça vous intéresse, blablabla bla, bla, bla. Et donc en fait tout simplement elle jouait sur le réseau, que en fait c'était des entre guillemets copains de fac, connaissances de fac, et qui discutaient ensemble. Bon, en manque de bol, ça s'est fait en face de moi, donc forcément mon client il lui a dit non, désolé, on est content, on veut pas changer. Mais c'est pour vous montrer que la puissance du réseau est importante, et beaucoup de gens n'hésitent pas à l'utiliser. Donc le réseau est essentiel. Par contre, il faut savoir que animer, entretenir un réseau et même le construire, ça prend du temps. Surtout quand on veut aller rencontrer les gens en physique, faire des déj, etc. Alors bon, vous allez me dire là c'est un peu compliqué, mais faire des déj et rencontrer les gens, c'est le meilleur moyen de nouer des partenariats, parce que et même avec des prescripteurs, moi je le dis toujours, hein, quand on travaille avec des prescripteurs, il faut surtout pas compter que ce soit eux qui vous remontent des affaires. Jamais, 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 jamais. Le meilleur moyen de travailler avec des prescripteurs, c'est de les contacter régulièrement. Alors pas les harceler, mais les contacter par téléphone,
par email, par différents canaux, parce qu'autrement, en fait, les gens ils pensent pas à vous et ils penseront à une autre personne qui a discuté avec eux, parce que eux, c'est pas leur cœur de business, c'est pas leur préoccupation. Donc, il faut absolument entretenir le réseau et être présent dans l'esprit. Ça, c'est vraiment, vraiment important. Donc, en fait, votre plan d'action est vraiment simple. Déjà, sur LinkedIn, faites le tour de vos anciens contacts. Vous avez l'application mobile LinkedIn que vous pouvez installer et qui va faire le tour de tous vos contacts sur votre mobile et qui va vous proposer de les ajouter sur LinkedIn. Donc faites une petite salve comme ça vous prend, allez, 10 minutes, 10 minutes max, et vous ajoutez comme ça des dizaines de personnes et vous faites après aux meilleurs, aux personnes qui valent vraiment l'intérêt et qui ont accepté votre proposition d'invitation, vous discutez avec eux, comment ça va, etc. Deuxième chose, vous faites les déjeuners virtuels. Ça, en fait, je le dis depuis déjà quasiment 2 ans. C'est un moyen, avant le Covid, c'est un moyen de pouvoir déjeuner avec des personnes sans y passer 2 heures. Pourquoi? Parce qu'en fait, 2 heures, et encore je suis gentil, généralement moi je suis sur Paris, donc le déj c'est 45 minutes de transport, 45 minutes de retour, et ensuite tu fais 45 minutes, 1 heure pour bouffer. Donc voilà, ça y est, tu as 2 heures de bouffée qui ont été bien bouffées avec un déj. Donc en fait, un des meilleurs moyens, c'est tout simplement de faire un déjeuner à distance. Vous dites voilà, tiens, j'ai lancé des déjeuners virtuels, on reste ensemble, on déjeune ensemble dans une salle de réunion, on discute. Alors c'est pas à faire avec n'importe qui, vous pouvez le faire uniquement avec des anciens collègues, des partenaires avec qui vous avez déjà confiance, etc., etc. Vous ne ferez jamais ça avec des gros partenaires, mais sincèrement, moi ça me permet comme ça d'animer mon réseau. Et je le fais en mode souvent interview. Ça aussi c'est une petite astuce que je vous recommande, c'est utiliser les interviews. Dit tiens, j'aimerais bien t'interviewer, j'aimerais bien faire ceci, cela, et ça permet véritablement de rentrer en contact soit avec des décideurs ou même avec des anciens collègues, des choses comme ça. Et les interviews, on n'y pense pas assez. Par exemple, avec des consultants. Moi, je travaille beaucoup avec des consultants dans le domaine de la relation client, et comme ça, je leur offre un deal gagnant-gagnant. C'est-à-dire que, ok, on déjeune ensemble, je présente mon activité, tu présentes ton activité, mais pour toi, je t'apporte un bénéfice, je te fais une petite interview vidéo où tu vas me dire un petit peu ce que tu fais, je fais une transcription, ou alors tu réponds à quelques questions, et puis après, tu me les envoies par mail. Voilà. Donc ça, c'est des trucs qui sont vraiment bien, et ça permet d'élargir son cercle d'influence. Autrement, utilisez les outils de gros hacking pour maintenir le contact. LinkedIn Helper, Founderbuster, Jarvee, etc. Ce sont des outils qui sont utiles et qui permettent d'automatiser l'entretien de sa liste. Alors, ça ne va jamais être aussi efficace qu'un entretien classique du réseau, mais ça permet de faire des choses. Également, utiliser le mobile de manière le plus importante possible pour créer du contenu. Parce qu'en fait, le faire sur PC, on n'aura jamais le temps. Parce que vous direz, ah non, mais j'ai d'autres choses à faire, il y aura un email, il y aura quelqu'un qui va venir, etc. Donc, utilisez systématiquement le mobile pour entretenir vos réseaux. Par exemple, je donne 2 exemples. Vous allez sur mon compte Instagram, ou vous allez sur mon compte LinkedIn, ou vous allez sur mon compte Twitter, ou vous allez sur mon compte Facebook. Et en fait, tout simplement, vous avez dans mes publications souvent des petites vidéos que je fais entre guillemets à l'arrache. Je donne, allez, 4 exemples de publications que je fais en dehors du gros hacking en utilisant le mobile. La première, tout simplement, quand j'ai sorti un article de blog, qu'est-ce que je fais? Je fais une capture écran de cet article de blog sur mon smartphone et je dis tiens, ne loupez pas mon dernier article de blog sur telle URL. Je le fais sur Twitter, je le fais sur Instagram, je le fais sur Facebook, etc. etc. Alors sur LinkedIn, etc., je préfère utiliser autre chose parce que sur LinkedIn, ça sert à rien de mettre juste une image et trois lignes. Il faut vraiment rajouter un vrai article avec du contenu, expliquer pourquoi c'est intéressant. Mais voilà, ça c'est un truc simple à faire. Deuxième chose, voilà, j'avais tout à l'heure un pote en fait qui avait un super t-shirt qui m'a fait beaucoup rire. C'était son t-shirt, c'est un peu comme la révolution et il y a marqué Procrastinators Unite Tomorrow. Donc procrastinateur, unifié, procrastinateur du monde entier, unifiez-vous demain. Vous voyez un peu le truc humoristique. Et ça, en fait, j'ai pris la photo de mon pote en t-shirt, pas lui, juste le t-shirt, et bim, je l'ai mis sur mon téléphone. Autre chose, j'étais en train de faire une petite formation vidéo sur les landing pages. Donc c'est ma formation que vous connaissez sans doute sur les landing pages. Et ben en fait, je l'ai actualisé avec la thank you page, la page de remerciement. C'est-à-dire que lorsque vous avez un produit comme un guide gratuit, un e-book, un livre blanc, une étude, peu importe, que vous proposez en libre téléchargement sur votre
site internet avec un formulaire. Juste derrière, normalement, vous avez une page de remerciement où soit vous proposez les liens, soit vous dites attention, vous allez recevoir dans quelques minutes le lien vers l'outil. Blablabla. Donc en fait, ça, en fait, j'explique dans cette formation, dans cette petite session, qui dure à peu près une demi-heure, pourquoi en fait il vaut mieux plutôt mettre une offre promotionnelle, une offre de bienvenue, irrésistible, que mettre juste un message, oui regardez votre boîte mail ou voici les liens le lien de téléchargement. Et ça en fait vous faites une offre irrésistible à pas cher et c'est super utile. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai fait? J'étais devant mon écran, j'ai pris une photo avec mon téléphone de mon écran avec un slide que j'ai fait et j'ai dit tiens voilà je suis en train de faire ça. Autre exemple, prenez des trucs du quotidien. Un truc simple, j'avais un de mes potes en fait qui a acheté une petite console portable où il y a tous les vieux jeux, Donkey Kong, Tetris et tout ça. Et je l'ai pris en photo, tac, je l'ai posté en disant ouais Revival, je sais plus ce que j'ai mis, rétro gaming. Et bim, j'ai eu vachement de résultats parce que ça m'a inspiré. Tout ce qui m'inspire moi, tout ce qui me fait rire moi, tout ce qui me crée de l'émotion, tout ce qui fait quelque chose, tac, je me dis ah c'est sympa, clac, je le prends en photo, clac, je le publie directement sur les réseaux sociaux, en particulier Instagram. Et donc là, ça permet comme ça de créer du contenu qui ne soit pas forcément tout le temps du contenu complet. C'est ce que moi j'appelle du snack content et c'est ce que j'explique dans ma formation Content Hacking. Donc je vous invite à avoir cette formation. Sincèrement, elle est vachement sympa. J'ai passé beaucoup de temps. Donc formation vidéo Content Hacking que vous regarderez sur mon site web. Et pour les outils de gros hacking là, dont je vous ai déjà parlé, Phantom Buster, LinkedIn Helper et tout ça, allez voir ma formation Gros Hacking 2020. Je vous explique un peu comment ça fonctionne et tout ça. Et donc oui, ces outils aussi ils sont super intéressant pour aller animer sa communauté et rester dans les mémoires. Par exemple, vous avez avec Jarvis une petite fonctionnalité qui permet en fait de souhaiter les anniversaires, souhaiter les nouveaux posts. Alors cette fonction marche moyennement malheureusement parce que je sais que ça marche pas 100% des cas, 100% des trucs, mais ça permet quand même de faire un minimum. Et deuxième chose, Jarvis permet aussi de souhaiter des anniversaires comme je le disais, mais également d'aller recommander des gens, faire recommandation de compétences. Pareil, LinkedIn Helper aussi permet de le faire à la volée, comme ça d'aller recommander 100 personnes sur des fonctions, enfin des compétences. Et sincèrement, ça permet d'animer son réseau. Alors, vous allez me dire, ouais, non, mais personne ne regarde ces trucs de compétences qu'on recommande. Bah si, il y a pas mal de gens qui regardent et surtout, ça permet de rester en mémoire. Et comme ça, en fait, les gens qui ont liké, échangé avec vous, ils revoient vos publications. Donc, c'est vraiment un super outil pour aller revenir en mémoire. Autre point, vous avez parlé d'applications mobiles, et ben en fait vous avez aussi la synchronisation avec le logiciel de messagerie. Alors ça, je m'adresse surtout entre guillemets, je dis pas aux vieux, mais aux gens qui sont un peu comme moi, qui utilisent beaucoup l'email. Et ben faites une synchro entre votre répertoire email et LinkedIn. Et là, bim, vous allez pouvoir envoyer sur LinkedIn vos influenceurs, les chefs d'entreprise, les prescripteurs. Faites-le régulièrement. Souvent, en fait, les gens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait ça une fois il y a 5 ans, quand ils ont créé leur compte LinkedIn. Faites-le régulièrement, faites-le tous les 6 mois ou tous les ans. Faites une petite synchro entre votre LinkedIn et votre boîte de messagerie. Et bim, vous allez récupérer comme ça des gens. Voilà. Et autrement, en dehors du Covid, faites des rendez-vous physiques. Moi, en fait, souvent, ce que je fais, c'est que je fais une fois par semaine un resto avec un pote. En fait, un pote, un collègue, un ancien un partenaire, etc., etc. Et c'est assez sympa de faire un petit resto comme ça. Souvent, j'invite à côté de mon bureau parce que c'est plus simple. Mais vous pouvez très bien aussi proposer, tiens, je te propose un café. Parce qu'en fait, avec la crise du Covid, forcément, avoir un resto une, deux, trois fois par semaine, parce qu'à un moment donné, ça m'est arrivé, quand j'avais sorti mon bouquin de Gros Hacking, la version 1, là la V2 est sortie du livre, le Gros Hacking est sorti le 26 août, et bien en fait à la V1 je faisais genre 2 fois ou 3 fois par semaine un déj, à 50 balles le déj, mon comptable m'avait dit, waouh, cette année vos principaux budgets, c'est les budgets pub, budget outils, budget restaurant, etc. Et il me disait, waouh, vous êtes un peu atypique dans mes clients. Bah oui, parce qu'en fait j'ai invité quand même beaucoup de monde à bouffer, comme ils étaient là pour parler après de mon bouquin Le Gros Hacking V1, et là maintenant il y en avait 2, donc je vais relancer un petit peu ce genre de truc là. Donc voilà, donc essayez de proposer quelque chose, mais autrement, comme je disais avec la crise, vous pouvez juste, voilà, vous dites tiens, est-ce que on peut aller boire un verre, prendre un café, etc. Et ça c'est
c'est intéressant de le faire par exemple en disant tiens, je passe dans le coin, je passe près de ton bureau ce soir, est-ce que ça te dit qu'on se prenne un café en sortant ou qu'on aille dans un petit bar à côté, etc. Donc vous faites ouais, je passe dans le coin pas loin et c'est un bon truc. Vous pouvez également le faire avec un prospect que vous souhaitez relancer. Parfois vous avez des gens que vous n'arrivez pas à voir parce que ils sont en phase de décision, ils sont pas dispo, machin. Et à ce moment-là, qu'est-ce que vous faites? Vous dites bah tiens, vous leur dites un petit message, tiens, je passe dans votre quartier ce soir, est-ce que vous voulez qu'on se voit 5 minutes, ça peut être l'occasion de se voir, etc., etc. Donc en fait, un truc vraiment simple, tac, vous dites, tiens, on se voit, je passe dans le coin, on se prend un petit déj. Ça aussi, je l'ai expérimenté. C'est-à-dire, voilà, tiens, je passe à côté de chez vous, est-ce que ça vous dirait de prendre un petit déjeuner ensemble avant de commencer le boulot et vous lui proposez, genre une demi-heure avant son horaire de travail, de passer sur place. Et ça, c'est assez sympa, c'est sans engagement, ça permet de discuter, d'échanger, et vous donner rendez-vous dans un petit bar avec des croissants, machin et tout ça. Et voilà, ça dure pas longtemps, le mec il n'est pas engagé, il ne passe pas des heures, il sait très bien que ça va pas non plus passer des trucs et des trucs, et voilà. Si c'est avec des anciens collègues, n'oubliez pas de faire aussi la petite technique du selfie des réseaux sociaux que je vous disais tout à l'heure, hein, voilà. Alors ça c'était le premier point. Deuxième point, et l'erreur mortelle, c'est pas faire de devis de contrat pour les missions importantes. En fait, vraiment, le contrat, il est uniquement fait quand la situation dégénère. Et le truc, c'est qu'en fait, quand la situation économique va bien, les gens ils pensent jamais à ce truc-là parce que bah, tout va bien, et puis les gens ont un budget, puis de toute façon, si ça se passe pas bien, c'est pas grave. Et puis de toute façon, même quand ça va pas très bien, finalement, c'est pas si mal que ça, et la personne en fait, elle va pas se plaindre. Tandis que quand c'est une situation économique tendue, le mec il a un petit budget, il n'en a pas eu pour son argent, et donc bah, il va pas être content, et voilà, ça va être un petit peu tendu. Donc c'est pour ça en fait qu'il faut faire un contrat. Le contrat doit pas être trop détaillé, mais en même temps il doit être détaillé. Parce que s'il est trop détaillé, bah, en fait vous allez vous engager, vous allez vous mettre pied plein, point lié, et là ça va être compliqué. Et s'il est trop light, bah, après vous allez pouvoir faire tout et n'importe quoi. Donc moi ce que je vous recommande c'est d'être quand même assez précis sans l'être trop pour éviter les ennuis dedans. Et pourquoi pas vous faites une annexe derrière, mais mettez un contrat parce que un email ça veut rien dire, ça n'a pas de teneur juridique. Si vous n'avez même pas un devis, vous n'avez même pas un bon de commande signé, voilà, c'est compliqué. Surtout en fait que quand on est freelance, parfois en fait les gens disent oui 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 je bosse avec vous, mais en fait et il valide pas, il signe pas le devis et en fait vous commencez à bosser et la personne en fait qu'est-ce qu'elle fait? Et ben elle vous paye pas et tout ça après derrière. Donc ce qui est vraiment important, c'est de formaliser les trucs, vraiment formaliser et de dire voilà je fais ça et surtout vous me payez d'abord une avance, autrement je vais pas le faire. Parce que si vous faites pas ça, la personne elle va dire bah oui il bosse pour moi puis finalement non finalement etc. Tandis que si elle a versé des arts, s'il y a des emails, enfin des arts, une avance, un acompte, etc., etc., c'est quand même beaucoup, beaucoup mieux, quoi. Donc voilà, il y a des petites clauses aussi intéressantes à ajouter. Le droit d'utiliser en fait comme référence. Donc en disant par exemple le logo, en mettant le droit de citer la marque, un délai de prévenance d'annulation de contrat au moins d'un mois, une tacite de reconduction de 3 mois en 3 mois, ou pire, de 6 mois en 6 mois, ou des choses comme ça. Et une description des services en annexe qui permet en fait de dire bah voilà l'annexe et vous changez l'annexe régulièrement et vous l'envoyez après tiens voilà le nouvel annexe voilà le nouveau truc est-ce que c'est ok pour vous etc voilà. Donc, passer également à un logiciel de devis facture en ligne. Vraiment, moi, je peux vous le dire, ça a simplifié ma vie. Avant, j'avais un logiciel de gestion, un vieux logiciel CL gestion commerciale, et là, je suis passé à un logiciel de facturation en ligne. Et sincèrement, ça m'a simplifié la vie parce qu'avant, je devais dire, ah, il faut que j'aille sur mon logiciel, il faut que je fasse ça, etc. Donc là, bim, en ligne, je fais mon truc, j'envoie le devis, je l'envoie en PDF et c'est bon. Voilà. Alors, petite remarque quand même, je vous le disais, il faut quand même mettre un contrat de préférence, mais il ne faut pas non plus que ça devienne un truc trop lourd et trop compliqué, parce qu'autrement, les gens vont dire ah mais qu'est-ce que c'est que cette boîte, etc., etc. Donc faites un truc simple. Moi je me dis que
au-delà de 500 balles, 500 euros, et bien systématiquement je fais un devis et je fais éventuellement un contrat. En dessous de 500 balles ou 1000 balles, je ne le fais pas parce que je me dis le temps que je le fasse, etc., ça va me perdre plus de temps, etc. Et de toute façon, je n'arriverai pas si c'est une petite somme de moins de 1000 euros, bah, j'aurais du mal à récupérer l'argent parce qu'entre les frais de dossier, les frais d'avocat, les frais d'huissier, les frais de ceci, les frais de cela, ça va être trop compliqué. Donc moi, ce que je vous invite plutôt, c'est à vous dire, ben voilà, si ça dépasse les 1000 euros, hop, je fais un contrat. Avec bien sûr un tiers d'acompte à la commande, un tiers lors du début de la presta et un tiers à la fin ou un truc comme ça au milieu. Voilà, et comme ça en fait vous êtes sûr au moins de toucher un minimum d'argent et être rentable. Ça c'est vraiment important quoi. Autre point, donc vérifiez bien que vous avez des contrats en cours. Ben, forcément, avec vos gros clients, ben, il faut profiter des renouvellements, des échéances. Et par exemple, faire un point, tiens, on se fait un bilan de la situation. On fait un bilan de la situation. Et là, vous annoncez, tiens, qu'est-ce qui va, les trucs positifs. Et vous en profitez pour dire, tiens, en fait, n'oubliez pas, vous n'avez toujours pas signé le contrat. Je vous laisse le signer maintenant. Et vous essayez de partir avec. Voilà, et vous le donner, c'est super important. Le montrer en face à face, les gens auront moins de possibilité de se défiler parce que le problème est que si vous le faites en fait à distance, les gens en fait ils ont un petit peu tendance à vous à pas vous répondre ou à dire oui oui je vais le faire, tandis que si vous avez en face à face c'est beaucoup plus compliqué. Appelez par téléphone aussi. Quand vous avez un problème de règlement, appelez toujours par téléphone parce que vous avez quand même pas mal de gens qui se défilent par les emails. Tandis que si vous appelez au téléphone, alors là, bim, c'est totalement différent. Les gens peuvent pas un peu moins s'esquiver et puis souvent ils ont un peu plus tendance à vous dire la vérité et pas vous pipoter ou vous raconter des trucs, vous le sentez au ton de la voix, etc. N'oubliez pas également d'utiliser des outils de tracking du temps. C'est vraiment important de traquer son temps parce que quand vous devez justifier comme ça bah, combien de temps vous passez sur chaque action, c'est compliqué de le dire. Et parfois le client il s'en rend pas compte de combien de temps vous passez. Et donc c'est pour ça en fait qu'il faut véritablement dire voilà combien de temps ça m'a pris, ce que j'ai fait, etc., etc. Et pour cela vous avez pas mal d'outils qui sont assez intéressants, en particulier le site Toggle. To2gl.com qui permet en fait de lister en fait le temps que l'on passe et c'est vraiment très sympa parce qu'en fait ça permet de justifier le temps qu'on a passé chez un client. Voilà. Et les modèles de contrat, hein, n'oubliez pas d'acheter un petit modèle de contrat et le personnaliser, même si c'est pas forcément le truc de ouf que vous avez, et ben en fait ça permet au moins d'avoir un minimum de choses. Le minimum c'est l'essentiel. Troisième point, c'est relancer les factures. Ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il faut avoir son logiciel et suivre ça. Parce qu'en fait, la trésor, c'est le carburant d'entreprise. Il y a plus de trésor, mais l'entreprise s'arrête. Voilà. Et donc, c'est vérifier régulièrement qui a été payé, qui n'a pas payé, la relance par téléphone, et faites le tour aussi de vos comptes bancaires. Souvent en fait, vous vous rendez compte que sur vos comptes PayPal, sur vos comptes bancaires, vous avez plein de petits services récurrents comme ça qui sortent tout le temps, et vous dites mais c'est quoi ce truc-là? Je me souvenais plus, je m'étais abonné il y a quelques temps. Donc vraiment important de faire un petit point et régulièrement de dire ah non mais ça c'est plus utile, ça c'est utile, etc. etc. L'autre point, c'est aussi si vous voulez en fait renégocier les contrats, le meilleur moyen, c'est tout simplement de dénoncer un contrat dès la signature. Alors je trouve que c'est un peu dégueulasse. Personnellement, je ne suis pas un gros fan de ça, mais bah, c'est un truc qui permet en fait d'être sûr de pouvoir renégocier, d'avoir toujours le meilleur prix. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous savez très bien que, et je trouve ça super dommage, ce sont toujours les nouveaux clients qui sont mieux favorisés par rapport aux anciens clients. Un nouveau client, il aura toujours le prix nouveau client, prix de bienvenue. Vous abonnez à Canal+, à Netflix, enfin peu importe. Et ben en fait, il y aura toujours en fait un prix promo. Tandis que vous, si vous êtes client fidèle depuis des années, bah, vous avez le vieux prix puis on vous arnaque entre guillemets. Donc ça, je trouve ça assez emmerdant. Et donc en fait, pour éviter en fait d'être toujours le client content ou le client qui paye le plein pot, dès que vous avez signé un contrat, et ben en fait vous le résiliez.
Vous dites voilà, bah, je te préviens, mon boss a comme habitude de résilier systématiquement les contrats avec les fournisseurs pour les renégocier chaque année parce qu'on n'est pas sûr de renouveler. Donc là, je t'envoie la lettre de résiliation et on verra ensemble dans 3 mois, dans 6 mois, si, à la fin du contrat, hein, si on renouvelle ou pas. Et à ce moment-là, c'est le moyen de renégocier parce que bah, la personne, elle sait que vous allez partir, vous pouvez partir. Voilà. Donc ça, c'est une posture qui est assez intéressante. Je trouve ça pas terrible parce que moi j'aimerais pas qu'on me le fasse, mais si vous voulez bah, vraiment négocier, bah, c'est quand même un moyen simple de le faire, hein, dénoncer les contrats. Quatrième chose, ça aussi c'est un problème qu'on voit surtout chez les freelances débutants, c'est ne pas oser facturer cher. Alors vraiment c'est le syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire qu'en fait on se lance et on se dit non mais je suis pas bon, le seul moyen de convaincre, ben, en fait c'est de péter les prix. Et la personne, qu'est-ce qu'elle fait? Ben, elle pète les prix et elle se dit, bah voilà, je suis 30% moins cher. Sauf qu'en fait, être 30% moins cher, ben, vous n'allez pas forcément avoir les meilleurs clients. Il vaut mieux se concentrer sur comment en fait apporter plus de valeur et ça c'est quand même beaucoup plus important. Donc il faut être convaincu aussi de vous-même de l'intérêt de vos produits. Si vous n'êtes pas convaincu que vos produits vont apporter de la valeur, que vos produits vont vraiment aider les gens, bah, vous aurez du mal en fait à vendre cher. C'est pour ça que c'est important de véritablement se dire j'apporte de la valeur, qu'est-ce que j'apporte, qu'est-ce que je fais, etc. etc. Donc vraiment dites, soyez convaincus. Si vous avez des commerciaux, il faut qu'ils soient convaincus qu'ils apportent de la valeur. Et souvent, c'est de dire, bah voilà, qu'est-ce qu'ils ont les clients? Ils ont rien d'autre. Pour l'instant, ils ont rien. Et même en achetant mon produit, c'est peut-être pas le meilleur du marché, mais au moins c'est quelque chose qui leur permet de débuter, d'avoir une base, parce qu'ils ont rien du tout comme produit, rien comme logiciel. Et voilà, vous allez pouvoir le faire avec moi. Au moins une première passe. Voilà, une première passe. Quitte à si plus tard ils peuvent changer, ils veulent changer, mais déjà au moins ils auront un premier niveau parce que pour l'instant, ils n'ont rien du tout. Alors. Donc le plan d'action il est simple, écrivez noir sur blanc pourquoi un prospect doit faire appel à vous avec des exemples de ce que vous avez déjà réussi, les success stories. Et ensuite, le truc de base, il faut signer tout de suite ces affaires. C'est ce qu'on appelle le always be closing. Il faut tout de suite faire une vente parce qu'en fait il y a beaucoup de boîtes, moi je connais qui disent oh ouais non mais le client est pas ok tout de suite, oh, on verra tout à l'heure, on va le laisser réfléchir un peu, etc. Non, il faut toujours essayer de clôturer une vente parce qu'une vente qui est faite maintenant, c'est une vente qu'on n'aura pas à faire parce que parfois le client il est intéressé maintenant pour un truc, sauf qu'après en fait il y a un contexte, il y a un changement, il y a un décideur, un machin, qui fait que voilà ça marche plus. Donc c'est pour ça qu'il est super important de toujours essayer de vendre tout de suite. C'est vraiment important et je vous conseille vraiment d'avoir cette mentalité-là. Always be closing. Essayez toujours de vendre. C'est essentiel. Voilà. Le dernier point, c'était oublier de penser au ROI. Ça, en fait, c'est un truc que je vois un peu trop souvent. Les gens, ils passent du temps à faire des choses, etc., etc. Sauf qu'en fait, vous êtes plus salarié quand vous êtes freelance, que vous êtes chef d'affaires d'une PME, enfin chef d'entreprise d'une PME. En fait, c'est pas en ayant passé 10 ans à faire un truc, à faire du rangement, à faire ceci, cela, que vous allez faire du chiffre d'affaires. Non, ce qui va véritablement à rapporter du chiffre d'affaires, c'est clairement ce que vous faites qui va générer du business. C'est pour ça en fait qu'il faut absolument se dire est-ce que ce que je fais va rapporter de l'argent? Ça c'est essentiel, essentiel. Parce que si vous ne faites pas un truc comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Et en fait vous allez passer du temps à des choses qui ne vont pas rapporter d'argent. C'est la fameuse North Star métrique, c'est-à-dire l'indicateur clé qui vous permet de filtrer toutes les actions et vraiment se dire est-ce que ça m'apporte de la valeur, ça m'apporte pas de la valeur. Ça, si vous souhaitez en savoir plus sur le North Star métrique, tout simplement vous regardez sur ma formation Gros Hacking ou mon livre le Gros Hacking V2 qui est sorti le 26 août. J'explique cette notion de North Star métrique. Voilà. Et cette productivité également, c'est en utilisant des logiciels qui permettent de gagner du temps, comme par exemple en fait tous les outils d'automatisation
en particulier, par exemple, You Can Book Me ou Calendly pour proposer un agenda en ligne. Voilà. Et la petite action simple à mettre en place est simple. Notez dans un fichier Excel comment vous dépensez vos journées, comment vous dépensez votre temps, et essayez de voir un petit peu qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce qui n'est pas utile. Voilà, faites le tour. Et ensuite, surtout, moi ce que j'aime bien, c'est le bouquin The One Thing, à l'essentiel. C'est The One Thing, c'est un bouquin qui dit, voilà, s'il y a une chose qui est importante à faire cette semaine, s'il y a une chose qui est importante à faire cette journée, c'est quoi? C'est quoi? Voilà. Donc j'espère que vous avez apprécié ce petit enregistrement. N'hésitez pas, vous allez sur le blog et vous tapez sur internet, vous tapez 5 erreurs de gestion mortelles pour les freelances et PME dans le contexte du Covid-19. Vous tapez dans Google ça et en fait vous aurez l'article qui apparaît, vous verrez tous ces petits conseils là. Alors c'est un peu plus synthétique parce que là je vous raconte un petit peu ma vie comme d'habitude sur mes enregistrements, mais vous aurez en fait l'essentiel de ces conseils là que vous pourrez regarder et partager. Donc bien sûr, si vous avez aimé ce petit podcast, laissez-moi un petit commentaire, partagez-le, faites un petit like, donnez un petit avis, etc. Moi ça me fera plaisir et puis surtout ça me permettra d'avoir plus de viralité et ça récompensera mon travail. Voilà, alors j'espère que ça vous plaît et à très bientôt. Allez, ciao, salut.